Il n'y a pas forcément de connexion entre la quantification, c'est-à-dire globalement la taille des nombres qu'on choisit pour coder ces valeurs, de l'écart de lumière qu'ils représentent. On peut sur un bit coder 200 000 diaphes de dynamique. Il suffit de mettre le noir à 0,0000001 nits et on met le blanc à 1 million de nits et voilà. On est à 10 puissance 32 d'écart, il y a 32 diaphes de dynamique et pourtant on l'a codé sur un bit. 0, blanc, noir, blanc. Donc non, c'est pas forcément connecté. Cela dit, c'est pas très malin de faire ça parce qu'on n'aura pas beaucoup de gradation avec un bit entre le noir et le blanc. Ce sera soit noir, soit blanc. Donc le bon sens veut qu'on augmente la quantification, mais c'est pas directement lié. Les mots qui sont bizarres là, OETF et ETF et l'OETF, vous voulez que je les traduise pour vous ? Vous allez voir, c'est beaucoup moins pourri que ce qu'on croit. J'ai sous-titré, tu sais, parce qu'apparemment il fallait un nouveau nom pour le gamma. Je sais pas, apparemment c'était nécessaire. Et quand on rentre dans les détails, oui, c'était effectivement très nécessaire, utile et nécessaire. Particulièrement parce que le gamma correspondait à une correction caractérisée. C'était une courbe de puissance, un peu bête et méchante. Voilà. Avec les EOTF et les OETF, on peut être plus précis, on peut faire des choses plus fines. Et donc, oui, il fallait un nouveau terme. Mais à la louche, vous connaissez déjà ce terme. C'est comme ça qu'on appelait ça avant les OETF, c'était les corrections gamma. Et les corrections gamma étaient nécessaires de toute façon. Les tubes cathodiques, les écrans cathodiques réagissaient ainsi à la lumière que entre le zéro et entre le noir et le blanc, la courbe produisait une image exagérément sombre, extrêmement bizarre. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une carte, une grey card Kodak, une carte grise, un gris moyen. 18%, merci. 18%. Ça, c'est la quantité de lumière que ça réfléchit. Ça comprend un objet, il réfléchit 18% de la lumière. C'est-à-dire qu'il bouffe quasiment tout, quoi. Il bouffe 78%. Non, 82%. Si je sais encore faire une soustraction. Ça, c'est la quantité de lumière qu'il bouffe. Eh ben, cet objet-là nous paraît gris moyen. C'est étonnant quand même. Il nous paraît globalement le mélange entre un objet qui boufferait 100% de lumière et un objet qui ne bouffe pas de lumière du tout. Le 18% est pour nous, visuellement, à mi-chemin entre le noir et le blanc. Ça, c'est un peu bizarre, mais ça devient extrêmement bizarre quand la luminance maximale de la dalle est à peine 100 fois au-dessus de la luminance minimale. Donc ça produit très vite des images comme ça qui sont un peu étranges, très noires, très sombres. Et donc ce qui a été inventé, c'est de la simulation un petit peu ici, mais tenez le coup avec moi, ce qui a été inventé à l'époque pour combattre ce problème avec les tubes cathodiques, c'était la correction gamma. Et suivez, ils avaient deux endroits où vous pouvez la mettre concrètement. Ces images avaient besoin d'être corrigées pour être affichées sur les tubes, nos téléviseurs à l'époque. Et donc, voilà, soit on mettait le circuit de correction dans la caméra, soit on mettait le circuit de correction dans la télé. Bon, pour une ou deux caméras qu'il y avait là dehors, il y avait des dizaines de télés. Maintenant, pour des dizaines de milliers de télés, on a des dizaines de milliers de caméras, on a des millions de téléviseurs. Donc c'est vrai que c'est pas bête de mettre le circuit dans la caméra parce qu'il y a moins de circuits à fabriquer et à installer. Donc on trouve des corrections gamma partout et elles sont nécessaires. Elles nous permettent justement de ramener ce gris 18%, ce gris moyen, de le ramener à mi-chemin entre le noir et le blanc. Faire une image qui nous paraît mi-chemin entre le noir et le blanc. Donc la correction gamma, vous connaissez le terme évidemment, ça c'est... Je dis évidemment, hein, confirmez-moi ça. Ça sème quand même pas mal de confusion cette histoire parce que 18%, déjà peut-être certains se posent la question pourquoi est-ce qu'on dit 18%, ça existe, il y a physiquement 18% de réflectance. La quantité de signal en lumière linéaire, dans le monde du linéaire, cette quantité de signal c'est bien 18%. On a longtemps essayé d'ignorer ça, en tout cas les gens en télé l'ont toujours ignoré, quasiment. On le fait de moins en moins, on commence maintenant à le prendre en compte. Vous connaissez peut-être l'enregistrement en RAW, vous avez entendu parler de photographie en RAW. Dans l'actuel fichier, un gris 18%, il est à 18% entre le noir et le blanc. C'est bête et méchant. Il est globalement proportionnel à la quantité de lumière. On dit du fichier qu'il est linéaire en fait. Il n'a pas de gamma appliqué. C'est un fichier linéaire. Maintenant, on appelle ça scène referred. C'est-à-dire que la référence, les nombres qui sont dans le fichier dont on parle, font référence soit à la scène, et un gris moyen est à 18%, soit ils font référence à l'affichage. Et un gris moyen y est autour de 50%. 45% pour être plus précis. Scène referred, display referred. Ça, j'ai vu ça souvent comme question. Quand on commence à parler du HDR, il dit ah oui, mais donc c'est quoi la différence entre un HDR scène et un HDR display ? C'est les nombres, c'est ce qu'ils représentent. Est-ce que les nombres qui sont codés dans le fichier représentent la scène ? Et est-ce que c'est donc encore avant cette correction gamma ou est-ce que c'est après ?
Alors on appelle plus ça une correction gamma. Correction gamma, c'était un peu primitif. C'était vraiment physiquement un circuit. Et en plus de ça, on utilisait le terme pour le truc et son contraire. On parlait du gamma de la caméra et du gamma du téléviseur. Ça, c'est un peu con parce que du coup, les deux portent le même terme, mais ces deux choses-là sont opposées. Donc maintenant, on a changé de nom. On appelle ça le gamma de caméra. On l'appelle maintenant l'OETF pour Optical Electro Transfer Function. On part de l'optique et on en fait de l'électronique. C'est tout le temps du numérique d'ailleurs. Entre parenthèses, ces courbes de transfert sont numériques. Elles ne sont pas électroniques physiquement. Mais écoute, ils ont mis électronique. Donc voilà, les courbes gamma dans une caméra, typiquement, ça c'est des OETF. Gamma de la caméra, peut-être ça vous parle un peu plus, j'en suis sûr. Ou alors vous n'êtes jamais rentré dans le gamma et auquel cas on part d'un peu plus loin. Alors, il y a le contraire. Il y a les OTF. On a ces nombres, ces valeurs, et on veut cette fois-ci transformer ces valeurs en lumière. C'est ce que fait l'écran. L'écran transforme des nombres, on est en numérique. L'actuelle information qu'il reçoit, c'est des nombres. Et il transforme ces nombres en lumière, en quantité de lumière qui va pouvoir s'afficher sur notre écran. Donc ça, c'est là. Et vous notez leur forme. Hein. Typiquement, si on se met dans la même référence, on a des formes arrondies dans ce sens-là, côté caméra, on a des formes arrondies dans l'autre sens. Voilà. La correction gamma, on en garde quand même le principe, on en garde la forme, hein, côté prise de vue et côté affichage. On les appelle les fonctions de transfert, c'est tout. Donc c'est pas si nouveau que ça. Un gamma d'écran, typiquement c'est 2,2, 2,4, 2,6 au cinéma. Ça c'est le genre de valeur auquel on est habitué, celle qu'on retrouve ici. Maintenant, on n'appelle plus ça le gamma 2,4. Quelqu'un connaît le nom de l'EOTF? Les spécialistes, vous connaissez le nom de l'EOTF pour le BT709? La ST1884. C'est un super nom. Hein. Avant on disait gamma 2,4, maintenant on dit ST1884. Ou 1886 peut-être. Du coup j'ai un doute, tu sais. Parce que ça c'est l'actuel EOTF. C'est la fonction, elle est beaucoup plus précise que juste un gamma 2.4. Elle va précisément, pour certaines valeurs de luminance, les ombres sont traitées avec une certaine pente, les moyennes lumières sont traitées différemment, les hautes lumières sont encore traitées différemment. Donc c'est plus précis. Et donc on peut obtenir un rendu dont on est plus satisfait à l'écran avec un actuel fichier. C'est une lutte, pour ceux qui connaissent l'outil lutte. Ce sont des luttes. Alors la chaîne complète, c'est ce qu'on appelle l'OOTF. Tu sais, comme si ça manquait d'acronymes et de trucs bizarres comme ça. Et donc l'OOTF, c'est Optical to Optical Transfer Function. En substance, c'est l'étalonnage, les gars. C'est ce qu'on appelait l'étalonnage avant. En substance, l'OOTF, c'est les corrections qu'on amène au signal pour qu'il soit là où on veut qu'il soit. Ça peut être adapter sa luminance pour l'affichage, ça peut être mettre une intention artistique. On parle dans ce cas-là plutôt d'étalonnage. Tous ces trucs-là sont ce qu'on appelle l'OOTF. Bien que ce soit la chaîne complète, souvent on décide de l'endroit où se passe l'OETF, on en parlera plus tard. Est-ce qu'on met l'OETF en début de chaîne? Est-ce qu'on met l'OETF en fin de chaîne? Donc globalement l'intervention qu'on fait sur les signaux, quand on a fait des modifications sur ce signal, est-ce qu'on le met au début ou est-ce qu'on le met à la fin de la chaîne? Et quand on le met au début, on est en général obligé de revenir et de le refaire à la fin quand même, parce que les conditions d'éclairage changent pour nos écrans. Donc je vais en reparler plus tard, avec la différence entre HSG et PQ. Le vrai changement d'espace de couleur dont on parle aujourd'hui, c'est évidemment pour l'affichage. Donc on va avoir plus de dynamique à l'affichage, et ça c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Mais même la photo HDR qu'on appelait avant, donc où on était très limité en dynamique, c'était quand même un travail avec du HDR. On bûche le HDR, on le travaille, on a besoin d'une caméra HDR pour faire ce travail HDR. Et on avait plein de techniques. En réalité, si vous regardez la courbe de Sensito d'une émulsion moderne, on est autour de 12-13 diaphes de dynamique. On peut littéralement compter 12-13 diaphes d'une charte de dynamique sur le film, sur le substrat de la pellicule. Je vous ai dit que la pellicule c'était 6-7 diaphes de dynamique. On dit 7 en général pour se faire plaisir, mais en pratique, selon les salles, des fois c'est 5, des fois c'est 4. Si l'exploitant est avec très peu de moyens en général, c'est ça qui se passe. Allez en cinéma africain et vous verrez, il y a beaucoup de projections avec que 3 ou 4 diaphes de dynamique, parce que c'est presque en plein jour. Bref, l'actuelle pellicule, on peut compter dessus, si on regarde au compte fil, on peut compter 13 diaphes de dynamique. Ça, c'est un travail HDR quand vous y pensez. Il n'a pas été fait avec les surfaces de contrôle, toute l'électronique moderne, il a été fait à la photochimie, littéralement ingéniuré
par les industriels pour que les bains, les émulsions réagissent à la lumière de manière non linéaire. On a typiquement une courbe en S. Vous avez à peu près 6 diaphes linéaires, et puis ensuite une épaule de courbe et un pied de courbe qui font rentrer plein de dynamiques supplémentaires. 6 diaphes de plus, cadeau, allez. Mais pas n'importe comment, pour pas baisser trop le contraste. Ils sont arrondis, on a une courbe en S. Les caméras vidéo, depuis peut-être l'invention du CCD, tu sais le truc qui date des années 80 quoi. Les caméras vidéo savent dépasser les 6 diaphes de dynamique de la télé. Elles ont toutes au minimum un circuit de nid. C'est un circuit spécial qui s'ajoute aux gamins et qui prend les hautes lumières et qui les compresse, qui les travaille. Pour récupérer 2 diaphes en général. C'est cadeau aussi. C'est pas très beau, mais c'est cadeau. Vous regardez. Les photographes avec le numérique et Photoshop, les gars, ils se sont bardés. Alors, ils ont commencé à prendre plusieurs clichés parce qu'eux, ils sont même obligés de capturer en mouvement. Donc, ils peuvent prendre une photo pour les ombres, une pour les moyennes, une pour les hautes lumières, une pour les très 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 sombres, une pour les très 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 hautes lumières. On peut prendre plein de clichés, donc accumuler une dynamique grotesque, énorme, comme ça. Et puis, ils peuvent le travailler, soit en le photocomposant. Ce genre de technique ici, cette illustration est issue d'un tone mapping que j'ai fait pour un article sur le repère.net que vous pouvez lire du coup, et c'est un tone mapping assez classique, pas très très élégant, je l'ai fait un peu exprès parce que souvent c'est pas très élégant en fait, pour être tout à fait honnête. Ça peut être intéressant artistiquement, très intéressant même, mais c'est pas très juste, ça paraît étrange, ça paraît faux, on dirait de la peinture peut-être des fois, ça vous parle ce genre de tone mapping quand c'est un peu trop intense. Si on a des morceaux de ciel qui ont été tellement redescendus et des ombres tellement relevées que tout apparaît à la même luminosité, l'image on se met à ne plus y croire. Ça c'est parce que notre cerveau et notre œil se souvient en fait de l'écart qu'il y avait entre les ombres et les hautes lumières. On sait qu'il y a un grand écart parce que dans la vraie vie on plisse les yeux pour regarder la lumière et on écarquille les yeux pour regarder dans l'ombre. Et c'est pas normal que dans une même image on puisse avoir les deux, mais sans cet écart naturel. Donc ça paraît étrange, ça paraît bizarre. Alors, une autre question quand même que j'ai très souvent, question, ou plutôt une réflexion que j'entends dire par d'autres. Je l'ai entendu plusieurs fois et dans les conversations sur le repère, en parlant de HDR, ça s'est encore ressorti. Ah oui, mais ça c'est pas du vrai HDR. Vrai ou faux, ça sonne creux quand même. On a entendu vrai et faux HD, tu sais. Il y avait le 720p, c'était du faux HD en fait. Il y avait 1 mégapixel, mais c'était pas du vrai HD, parce que le vrai HD c'était 2 mégapixels. Et voilà, ce genre de phrase un peu à l'emporte-pièce, c'est pas très très utile, mais en même temps, entre les 2 diaphes que donne le nid, tu sais, 2 diaphes c'est un peu minable, quoi, complètement aplati, tu sais, tout en haut de la courbe, c'est quand même pas très. C'est pas très très HDR dans le principe. Et un tone mapping à 7 diaphes de dynamique, enfin 7 photos sous X ou sur X, clairement il y a une sacrée différence quand même. Et donc il fallait bien tracer une limite entre ce qui est juste de la petite manip de courbe gamma et ce qui est qu'on peut considérer comme étant du HDR vraiment. Et ça c'est les photographes qui l'ont tracé pour nous et il y a de ça des années. Ça a 30 ans ou 20 ans au moins. La limite, elle a été placée à peu près à 10 diaphes de dynamique. Quand on a un système capable de capturer au moins 10 diaphes de dynamique, on va commencer à dire que ça c'est HDR. Pas en dessous en tout cas. À 9 diaphes, à 8 diaphes. Donc toutes les caméras de reportage pour la télévision, les appareils photo quand ils sont réglés en JPEG, typiquement les téléphones réglés en JPEG, on dit qu'ils ne sont pas HDR. Point. Même s'il y a un peu de triturage, de nid, de courbe, c'est pas assez. Il faut au moins 10 diaphes de dynamique pour qu'on puisse commencer à le rendre éligible au HDR. Et les photographes peuvent travailler en 8 bits, mais ce qu'ils font, c'est plusieurs fois 8 bits. 8 bits pour les ombres, 8 bits pour les hautes lumières. En fait, c'est comme si c'était en 12 bits quand tu fais la somme de ces quantifications. Donc, côté caméra, c'est important à prendre ça en compte, parce que justement, quand je parlais on considère qu'en dessous de nos 10 diaphes de dynamique, c'est pas du HDR. Typiquement, les EOTF qu'on utilise, dans les caméras, en tout cas en télévision, elles sont pas HDR. Point. Je sais pas, voilà, on a typiquement autour de 9 diaphes de dynamique maximum. Ça, c'est quand le circuit de nid est à donf, de chez Adonf. Sur les 6 diaphes de signal, on fait rentrer 3 diaphes de haute lumière, ça devient 9 diaphes, un peu bizarre, un peu aplati. C'est toujours pas considéré comme du HDR. En fait, côté caméra, les OETF qu'on qualifie de compatibles HDR, c'est au minimum les logs. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Si on veut faire du HDR avec une caméra, c'est au minimum les logs, idéalement les RAW.
Le RAW, c'est encore mieux. Le signal, il n'est pas bousillé, il est toujours linéaire. Le nombre qu'il y a dans le fichier est toujours proportionnel à la quantité de lumière qui était présente dans la scène. J'ai mis ici une image qui paraît exagérément assombrie. Le RAW, c'est pas vraiment une image. On ne peut pas vraiment afficher quoi que ce soit, donc il fallait bien que j'illustre ça d'une manière ou d'une autre. Mais typiquement, quand on met une image avec un gamma linéaire, c'est-à-dire qu'on désactive le gamma, on remet l'image en linéaire, on voit quelque chose comme ça, quelque chose de très très sombre, parce que l'actuelle quantité de lumière est proportionnelle. Enfin, le nombre qui est dans le fichier est proportionnel à la quantité de lumière, tout simplement. Donc ça produit une image un peu étrange, mais le RAW, c'est bien sûr un peu cher. Alors j'ai des RAW qui viennent du pôle Nord. Je peux vous garantir que c'est faisable, on peut faire du documentaire en RAW. Ça demande un peu, voilà, un petit peu de moyens, peut-être, je présume. En tout cas, un peu d'organisation, ça c'est sûr, mais c'est faisable. Pour beaucoup de productions, c'est quand même un peu too much de partir en RAW. Et aussi bien que ce soit sur le papier, en tout cas au niveau qualité, il y a un côté qui n'est pas très pratique et beaucoup de gens préféreront du coup partir avec au moins voilà, un enregistrement en log. C'est un enregistrement vidéo. C'est beaucoup plus petit en volume de stockage, en fichier. C'est certes un tout petit peu moins bon que le RAW, mais c'est subtil. Il faut quand même se lever de bonne heure pour voir la différence. Et quand on dépiote vraiment, on peut la mettre en exergue. Mais aux conditions générales, moyennes d'utilisation, personne n'est même capable de faire la différence entre une image qui a été capturée en RAW ou une image qui a été capturée en log. C'est au niveau workflow que c'est un peu plus agaçant. Donc voilà, j'ai évidemment ici préparé des caméras. Je voulais qu'elles soient justement en log pour pouvoir vous montrer. Voilà, ça c'est notre espace de prise de vue et commencer ne serait-ce qu'à travailler le log vers un SDR. Pas forcément de suite aller au HDR, tout simplement travailler l'image. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos limites avec lesquels on se bat et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et je ne sais pas si je vais pouvoir garder ce micro main du coup parce que j'avais l'intention de rallumer les caméras, je vais devoir changer la batterie de la caméra, avoir une image qui va s'afficher sur l'écran et commencer à intervenir dessus, à manipuler cette chose-là. Et on va utiliser un outil qu'on appelle le Waveform Monitor ou l'oscilloscope. J'espère que tout le monde est familier avec ce genre d'outil. Non, pas le vectorscope. On pourrait aussi évidemment parce que le gamut c'est pas que la luminance du coup, c'est aussi la couleur. Ou c'est pas que la couleur, c'est aussi la luminance, c'est les deux. Et en tout cas l'oscilloscope nous permet de voir les luminances et pas directement la couleur. Et c'est quand même si vous me demandez, c'est ce qui fait le plus de différence. En tout cas, c'est ce que pendant longtemps on a eu comme problématique. Tu es serré toi? Et donc pour un peu prouver, pour prouver, je sais pas si ça a besoin d'être prouvé en tout cas, mais pour illustrer un petit peu l'importance que je mets justement sur la qualité des pixels et pas leur quantité, j'ai pris une caméra HD les gars. Tout ce que vous allez voir est en haute définition et pas en 4K, pas en Ultra HD. Alors il y a des caméras 4K ici, si vous voulez après ça, essayez ça avec des caméras 4K. Mais tout ce qu'on va voir maintenant ici, c'est avec une assez vieille caméra. Elle est de 2012. Donc quand je dis on fait du HDR depuis un bout de temps, je parle d'un produit de 2012 là. C'était il y a combien, 8 ans, un truc comme ça? Si je sais compter, pas tout à fait, mais là tout le monde est capable de calculer, de me corriger, c'est bien. Je suis ravi. Et on va demander à notre modèle de nous rejoindre. Merci beaucoup. Voilà. Vous reconnaissez ce type de décor? J'avais un intérieur un peu parisien dans l'idée. On est arrivé à un intérieur un peu Montmartre, en tout cas un peu bobo. Donc est-ce que tu peux être bobo s'il te plaît? Merci, vous êtes formidable, très bobo. Plus important, c'est un intérieur jour. Okay, donc ça c'est quelque chose que normalement, si vous avez fait de la photographie, qu'elle soit fixe ou animée, vous prenez des photos de famille ou vous êtes chef opérateur de cinéma, dans les deux cas c'est une problématique que tout le monde connaît. Okay, on a un fort écart de contraste. Et si cet ordinateur daigne m'afficher une image, ce qui n'est pas garanti ici, parce qu'évidemment ça marche toujours aux essais, tu sais, puis au moment où tu débarques... Ok. Est-ce qu'elle est arrivée? Oui. Super. Je vais peut-être désactiver le PowerPoint pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe ici. Et voilà, on a quelque chose que... Ouais. Cet écran est... Alors ceux qui sont en bas, je ne sais pas si ça va très bien.
En tout cas, voilà. Ce que je veux illustrer ici, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est un écart de contraste trop fort. Alors en réalité, quand on fait de la fiction, justement, et quand on installe un décor avec un effet lumineux qu'on va installer, on essaie de garder le contrôle sur les lumières. Donc typiquement, ici, le taux de contraste, c'est quelque chose que je vais pouvoir régler avec un projecteur. Donc on a un contraste très fort, on a une lumière qui est forte derrière. Une solution, c'est par exemple de baisser tout simplement la lumière dehors. Si je baisse la lumière dehors, je règle le problème. Rigolez pas, hein. Rigolez pas, ça c'est extrêmement courant comme solution. On fait ça avec une toile, avec du scrim, on peut retirer de cette quantité de lumière. On a trop de quantité. Évidemment, il y a ceux qui font le reportage et qui doivent rigoler doucement en disant mais t'es gentil, on n'a pas le temps de faire ça un reportage. On n'a pas un potard, tu sais, à bouger comme ça sur lequel je peux allumer et éteindre le soleil. Et c'est vrai, c'est vrai, on n'a pas ça. Je peux comprendre, j'ai fait du documentaire. Les images que vous voyez du pôle Nord qui ont servi à toute la com de cet événement, ça c'était du documentaire pur. On est parti avec 4 projos. 4 petits panneaux, tu sais, à LED manière 2 qui tournent sur batterie pour avoir un je ne sais quoi, pour déboucher une ombre, mais c'est tout. Et ils sont restés, je crois, 99%, 99% du temps, pour les amis suisses, dans la caisse. Au pôle Nord, on s'en est très très peu servi. Parce que les conditions de tournage, souvent, font qu'on n'arrive pas à se servir forcément de cette lumière ici. J'ai un autre projecteur aussi que j'ai installé ici. Voilà. Notre visage, j'ai littéralement amené un projecteur sur le visage de la comédienne, voilà, pour pouvoir gérer ce truc là ici. Ce qui se passe dans la plupart du temps avec ce genre d'intérieur ici, et je vais essayer de volontairement rester dans un décor avec une dynamique extrêmement forte, vous notez que j'ai éteint mes projos qui arrivent à nourrir ici, c'est que si je veux avoir une bonne lecture sur le visage, et si on éteint complètement cette lumière ici, je vais devoir rajouter du diaph. On va devoir monter la lumière, on va vraiment devoir rendre plus lumineux cette image ici. Vous connaissez cet outil ici, hein, l'oscilloscope, voilà. Vous avez du coup de 0% à 100% tous les pixels d'une image SD. Ça se passe bien, vous voyez toujours une image ici ? Ok. Et la problématique qu'on a en réalité, c'est que cette télé, telle qu'elle est réglée maintenant, naturellement, vous savez bien que je me joue de vous, je ris avec vous, cette télé est réglée pour avoir un contraste de 100 pour 1 à peu près. Peut-être 128 pour 1, en tout cas, à la louche, ce qu'on appelle le SDR. Hein, donc un blanc à 100 nits, et puis un noir, mettons, autour de 1 nit. C'est pas tout à fait 1, ça dépend des qualités. Ici, manifestement, c'est un peu au-dessus de 1, du moins quand on est très lumineux. Sur les OLED, on sait que c'est un peu en dessous de 1, ça c'est sûr. C'est plutôt un 0,00 quelque chose, quand vous lisez les docs. Quoi qu'il arrive, l'ordre de grandeur, quand même, ça reste toujours 6 diaph de dynamique, et donc on est limité à cette dynamique ici. Alors un truc qu'on peut faire bien sûr, c'est bouger le diaph, donc je peux éclairer mon image. Et là ça se passe pas très très bien en fait. Hein. Vous voyez ce qui se passe concrètement, c'est que là ici je peux avoir maintenant du coup très bien mes basses lumières. Alors là on a un visage parfaitement lisible. J'ai pas oublié de faire la mise au point quand même, ça va ? Il y a un trou derrière, moi j'appelle ça un trou. En tout cas on appelle ça une surex, on dit c'est cramé, on dit c'est blindé. On peut dire c'est de la merde aussi, ça dépend des avis artistiques, ça diverge des fois. On rencontre des gens qui peuvent parfois dire je trouve ça poétique et je trouve ça artistique. C'est une manière de s'en sortir. J'ai vu ce genre de phrase à la défense du 5D. Le 5D c'est pareil, très limité en dynamique, plus que les caméras vidéo justement. Et c'est vrai que ça donnait ce look un peu éclaté, qui pourquoi pas peut être artistique. C'est une discipline photographique, on appelle ça le high-key. Littéralement, high-key. Il y a des très très belles images en high-key, quand c'est maîtrisé. Ici, pas du tout. On a un morceau de son visage qui disparaît directement dans le décor, parce que tout ça, c'est le même blanc. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc voilà, en reportage, ce genre de choses, ça se règle en fermant le diaph. Hein. Globalement, on peut pas vraiment faire autre chose. Donc on va venir ici, on va fermer le diaph. Pour globalement tenir nos hautes lumières juste sous la barre des 100%. Non, on va essayer de les tenir ici. Et puis après, on dit, c'est pas grave, on fera ça en poste. Non, mais c'est... Oui, vous connaissez ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait en poste ? On peut booster un peu le gamma. Évidemment, c'est pas le gamma. On va essayer de booster un peu le gamma pour relever un peu nos lumières moyennes. Et puis essayer de bouger... Voilà, cette image ici, mais ça sort pas en fait. Ça sort pas vraiment. Ramener cette image le plus à la crête possible. J'essaie de revoir ça sur cet écran ici. Donc là, est-ce qu'on a un petit peu de bleu encore dans le ciel ? Ouais, on a réussi à avoir un peu de bleu. Ouais, c'est vilain. Alors bon, on va prendre des techniques un peu plus
un peu plus classique. Si je remets juste un petit peu de diaph ici, on va laisser déborder un petit peu le signal. Et puis on va appliquer une courbe un peu bizarre que vous connaissez peut-être, la courbe du nid justement. Et donc je vais essayer d'aplatir un petit peu ces hautes lumières. Voilà, donc globalement on prend le contraste et je réduis le contraste. Et en réduisant le contraste, il se passe un truc très bien, effectivement. L'image se met à tenir dans le ratio de contraste que j'ai. Et on pourrait pousser le vice, aller extrêmement loin. Si je vais resetter cette courbe ici, on va tout simplement baisser le contraste, baisser le contraste, baisser le contraste. Il y a un moment où on a littéralement réussi à déplacer tout le contraste, et en le réduisant au point que tout est rentré, maintenant tout est tenu dans le signal. Vous avez vu, il manque plus un seul pixel de notre extérieur jour. Le ciel est bleu, toutes les ombres sont décrites, on voit le modelé, je vois chacun des cheveux de ma comédienne. Vous trouvez ça beau ? Non. C'est de la soupe, hein, c'est du délavé. Et donc, ici, il y a un problème, du coup, j'ai artificiellement réduit le contraste. La vraie vie me proposait probablement de l'ordre du 6000:1. J'ai 100:1 en projection. Bon, ça manque un peu, hein. Et là, on le sent vraiment, ça manque ici. Voilà. Les courbes log, en substance, ça ressemble un peu à ça. C'est pas simplement une image décontrastée. D'ailleurs, tourner avec une image décontrastée, on connaît aussi, c'est différent du log. On appelle ça tourner flat. Peut-être vous connaissez le terme. Ceux qui sont caméramans, tourner flat, voilà. Flat, c'est globalement légèrement décontrasté, voire très décontrasté. Tout ce que nous permet la caméra en général. Contraste, si la caméra va jusqu'à -7, tu mets à exactement -7. Si elle va jusqu'à -20, tu mets à -20. À peu près c'est ça, tourner flat. Alors, il y a quand même des choses qui sont appliquées au signal. La correction de gamma est appliquée naturellement. Et puis les hautes et les basses lumières, typiquement, elles sont un peu pincées. Ça, c'est parce que cette courbe en S de Sensito film que je vous ai montré, on continue à l'utiliser. En substance, un nid caméra, c'est une simulation de la haute partie de la courbe en S. Et l'Orax 709, dans sa spécification, la BT 1886, la ST 1886, pardon, c'est une spécification technique, elle spécifie que le premier nit, les premiers pourcents vidéo doivent être linéaires. Ensuite, on applique une courbe de gamma pour l'arrondir, et en haut de la courbe, on peut appliquer un nid. En substance, c'est un pied de courbe, une partie linéaire et une épaule de courbe. C'est vraiment ce que faisaient les gens de la pellicule pour rentrer plus de dynamique. Donc on rentre jusqu'à 9 diaphes dans nos 6 diaphes visibles. Et quand on tourne flat, si on décontraste, on garde quand même cette caractéristique un peu arrondie comme en S. On n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser. Le log, lui, il rend le truc beaucoup plus droit. Il va accorder à chaque diaphe de dynamique un pourcentage fixe du signal, de l'ordre des 8%. Donc si on regarde sur les 100% de signal entier, globalement le log va pouvoir nous encoder en tout et pour tout 14, 15, 16 diaphes de dynamique, 16,7 je crois pour le S-Log 3. Le Canon log, je ne sais plus exactement combien est-ce qu'ils sont, mais c'est le même ordre de grandeur. Et JVC, il faudra que j'aurais besoin des nombres exacts, je ne me souviens plus exactement combien de diaphes de dynamique. Est-ce que potentiellement ce log peut enregistrer, mais beaucoup en fait, beaucoup de diaphes à la prise de vue. Ça ressemble à rien, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est utile parce qu'on va pouvoir travailler ça. Et donc ce que j'ai fait ici, vous pouvez voir en réalité il y a une petite collection de nodes dans mon Resolve. J'ai une première node dont je me sers pour faire l'exposition. Ça c'est globalement l'outil que j'utilise pour modifier le signal avant qu'il atteigne ce qui est en substance les OTF. Les OTF, c'est ces 3 nodes ici complexes où les pixels sont convertis. Donc le tout fait mon OOTF et la partie EOTF, elle est à la fin. La partie OOTF est à la fin. L'actuelle correction de signal, celle qui s'occupe de faire l'affichage. Donc on rentre ici, on fait notre exposition. Et en réalité, ce signal ici, il est en log dès le début. Donc j'ai pas besoin de le décontraster. Je peux laisser le contraste ici à 100%. Il suffit que je désactive la lutte qui transforme le log en gamma de 4. Cette lutte ici, voilà, ça c'est une conversion d'espace de couleur. On passe de l'espace de couleur de la caméra, ici. Souvenez-vous, un espace de couleur, 2 choses toujours. Le gamut et le gamma. Chromaticité, luminosité, très important. Les 2 sont spécifiés ici. La caméra est une Alexa, son espace de couleur c'est celui de l'Alexa, donc log Cinéon et Arri Alexa Weight Gamut. Et puis notre espace de sortie, un gamma de 4. Parce que bien sûr, je suis en train de simuler un SDR sur ces écrans HDR, et donc je limite les choses avec typiquement un gamma de 4. Alors si je désactive ça, notez que j'ai plus vraiment besoin de me battre. L'image, elle est en log. Elle est effectivement grise délavée. Elle remplit même pas les 100%. Ça c'est assez marrant du coup. L'image était cramée.
de base, si on laissait la lutte, et maintenant elle remplit même pas, elle est même pas cramée du tout. Ce ciel ici, si on le regarde sur le waveform, il est dans les 50%, dans les 60%. Il est assez loin finalement de la zone de saturation. Ça, c'est le symptôme, c'est ce qui nous montre que ce capteur était très loin de cramer en fait. Quand bien même ce bout de ciel a été complètement blindé, dans le log, j'ai envie de dire, c'est une expression qu'on entend souvent, ça, un truc de caméraman, ça, mais dans le log, il y est. Des fois, on dit dans le RAW, il y est. Bien sûr, si vous capturez un RAW, il y est absolument. Les nombres tels qu'a vu le capteur linéaires sont enregistrés et stockés. Et ça, donc, du coup, je l'amène de ce côté-là, voilà, vers mon affichage simulé ici.